Le soleil de juin baignait les jardins de l'université Paris Diderot d'une lumière dorée, et Manon ajustait nerveusement sa toque de diplômée en regardant les familles qui s'installaient dans l'amphithéâtre. 5 années d'études acharnées, 3 emplois étudiants simultanés, des nuits blanches à réviser entre 2 services de ménage, tout cela allait enfin être récompensé par ce master en psychologie qu'elle avait tant désiré. « Maman, papa, vous êtes venus » murmura-t-elle avec un sourire timide quand elle aperçut ses parents dans les gradins, accompagnée de sa sœur Céleste, qui pianotait distraitement sur son téléphone. Son père, Michel, portait son costume sombre des grandes occasions, celui qu'il réservait aux mariages et aux enterrements, tandis que sa mère, Christine, avait revêtu sa robe bleue qu'elle estimait suffisamment élégante pour l'événement. La cérémonie se déroula dans une atmosphère solennelle, chaque nom appelé résonnant comme une victoire personnelle dans l'acoustique parfaite de l'amphithéâtre. Quand vint le tour de Manon, elle s'avança vers l'estrade d'un pas assuré, le cœur battant, savourant ces quelques secondes où tous les regards convergeaient vers elle avec bienveillance et respect. « Félicitations, Manon, votre mémoire sur la résilience chez les adolescents en rupture familiale était remarquable », déclara le doyen en lui remettant son diplôme, et elle sentit une chaleur l'envahir, cette reconnaissance qu'elle avait si longtemps attendue. Mais quand elle redescendit de l'estrade, diplôme en main, quelque chose avait changé dans l'expression de son père. Michel s'était levé, et son visage affichait cette colère froide qu'elle connaissait si bien, celle qui précédait toujours les tempêtes familiales. Les conversations autour d'eux se turent progressivement, créant un silence pesant qui semblait aspirer l'air de la pièce. « Tu ne mérites pas ce diplôme », lança-t-il, d'une voix suffisamment forte pour que les familles voisines se retournent, intriguées par cette interruption brutale de l'ambiance festive. « J'aurais dû payer les études de ta sœur plutôt que de gaspiller mon argent avec toi. Au moins, elle aurait fait quelque chose d'utile de sa vie. » Le monde de Manon vacilla, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Les murmures commencèrent à fuser dans l'assistance, des regards gênés et curieux se tournant vers leur petit groupe qui était devenu le spectacle involontaire de cette cérémonie de remise de diplôme. « Exactement », renchérit Céleste en se levant à son tour, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu n'es qu'une ratée avec un papier. Maintenant tu peux payer mes études de médecine. Tu me dois bien ça après tout ce qu'on a fait pour toi. » Manon resta figée, le diplôme tremblant entre ses mains, incapable de comprendre comment ce moment de gloire tant attendu pouvait se transformer en un tel cauchemar public. Autour d'eux, les autres familles assistaient médusées à cette scène surréaliste, certains sortant discrètement leur téléphone pour filmer ce qui ressemblait de plus en plus à un règlement de compte familial. « Réponds-moi quand je te parle », hurla Michel en s'approchant d'elle, et avant qu'elle puisse réagir, sa main s'abattit violemment sur sa joue gauche dans un claquement sec qui résonna dans tout l'amphithéâtre. Le silence qui suivit fut assourdissant, lourd de stupeur et d'indignation. Manon porta instinctivement sa main à sa joue brûlante, sentant la marque des doigts de son père s'imprimer sur sa peau, mais quelque chose d'étrange se produisit alors dans son esprit. Au lieu des larmes attendues, au lieu de la soumission habituelle, un rire nerveux monta dans sa gorge, d'abord discret, puis de plus en plus sonore. « Tu es folle, qu'est-ce qui te prend de rire comme ça ?» s'écria Michel, déstabilisé par cette réaction inattendue qui ne correspondait pas au script habituel de leur confrontation familiale. Mais Manon continuait de rire, d'un rire libérateur qui semblait évacuer des années de frustration et de silence imposé. C'est à ce moment que les portes de l'amphithéâtre s'ouvrirent brutalement, laissant passage à 2 policiers en uniforme qui avaient été appelés par le personnel universitaire, alertés par les cris et l'attroupement qui se formaient autour d'eux. « Que se passe-t-il ici ? Nous avons reçu un signalement pour trouble à l'ordre public », déclara le premier agent en s'approchant du groupe, son regard balayant la scène avec attention professionnelle. Le silence retomba instantanément, et Manon cessa de rire pour fixer son père droit dans les yeux, y lisant pour la première fois de sa vie quelque chose qui ressemblait à de la peur. Les autres familles s'écartèrent respectueusement pour laisser passer les forces de l'ordre, et l'atmosphère festive de la cérémonie avait définitivement cédé place à un malaise palpable. « Mademoiselle, souhaitez-vous porter plainte ?» demanda le second policier en s'adressant directement à Manon, et dans ses yeux, elle lut une reconnaissance qu'elle n'avait jamais vue dans ceux de sa famille. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la considérait comme une victime méritant protection.
et cette prise de conscience fit naître en elle une détermination nouvelle, froide et implacable. « Non !» répondit Manon d'une voix claire qui la surprit elle-même par sa fermeté. « Je ne porterai pas plainte, mais je ne resterai pas une minute de plus ici. » Sans un regard pour ses parents figés par cette réaction inattendue, elle tourna les talons et quitta l'amphithéâtre d'un pas décidé, serrant son diplôme contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Derrière elle, elle entendait les murmures indignés des autres familles et la voix de son père qui tentait pathétiquement d'expliquer aux policiers qu'il s'agissait d'un simple malentendu familial. Le trajet en RER jusqu'à son studio de Belleville lui parut interminable, chaque station marquant une distance supplémentaire avec cette famille qui venait de l'humilier publiquement. Les voyageurs du wagon semblaient la regarder avec curiosité, comme si la marque rouge sur sa joue racontait une histoire que tout le monde pouvait lire. « Manon, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'exclama Emma en voyant son amie pousser la porte de leur petit 2 pièces sous les toits, le visage marqué et les yeux brillants d'une colère froide qu'elle ne lui avait jamais vue. Emma, sa colocataire depuis 3 ans, avait été témoin de toutes les épreuves de Manon. Ces longues soirées où elle enchaînait les cours du soir après ses journées de ménage dans les bureaux du 15e arrondissement. Ces week-ends passés à faire du babysitting pour arrondir les fins de mois difficiles, ces nuits blanches à réviser entre 2 services au restaurant universitaire. « Mes parents !» murmura Manon en s'effondrant sur le canapé défraîchi qu'elles avaient récupéré sur le bon coin. « Ils ont réussi à transformer le plus beau jour de ma vie en cauchemar public. » Tandis qu'elle racontait la scène avec des mots entrecoupés de silences lourds, Emma sentait monter en elle cette indignation qu'elle éprouvait chaque fois que Manon subissait les coups bas de sa famille. Combien de fois avait-elle consolé son amie après un appel téléphonique où ses parents lui reprochèrent de ne pas envoyer assez d'argent à la maison? Combien de fois avait-elle vu Manon se priver de repas pour pouvoir régler une facture urgente que ses parents prétendaient ne pas pouvoir honorer? « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» continua Manon en fixant le plafond fissuré de leur logement. « C'est que j'ai vraiment cru qu'ils seraient bande fiers de moi, que mes sacrifices finiraient par être reconnus, que cette gifle devant tout le monde était comme un réveil brutal. » Emma s'assit à côté d'elle et prit sa main dans la sienne, sentant trembler les doigts de celle qui avait toujours été la plus forte de leur duo improbable. « Manon, il faut que tu coupes les ponts définitivement. Ils ne changeront jamais. Ils te considèrent comme leur distributeur automatique personnel. » C'est à ce moment que Manon se souvint de son compte épargne, celui qu'elle alimentait difficilement chaque mois avec les quelques euros qui restaient après avoir payé sa part du loyer, des courses et des factures. Elle se précipita sur son ordinateur portable et se connecta à son espace bancaire, le cœur serré par un pressentiment qu'elle espérait infondé. Le solde affiché la fit vaciller. 347 € au lieu des 2800 qu'elle avait péniblement économisés sur 2 ans. En bas de l'écran, une série d'opérations récentes montrait des retraits réguliers effectués avec la carte de sa mère, celle à qui elle avait donné un accès d'urgence lors de son hospitalisation pour appendicite l'année précédente. « Ces salauds ont vidé mon compte », souffla-t-elle. Et dans sa voix perçait une rage nouvelle, différente de la tristesse habituelle qu'elle éprouvait face aux déceptions familiales. Emma regarda l'écran par-dessus son épaule et serra les poings. « Ils ont utilisé tes économies en prétendant sûrement que c'était pour une urgence familiale, comme toujours. » Manon ferma lentement l'ordinateur et se tourna vers son amie. Et Emma fut frappée par le changement qui s'opérait dans son regard, cette détermination froide qui remplaçait la résignation habituelle. « Emma, je vais disparaître de leur vie, complètement, définitivement, et je vais leur prouver de quoi je suis capable quand on ne me tire pas vers le bas. » Dans le silence qui suivit cette déclaration, les 2 amies comprirent que quelque chose venait de se briser irrémédiablement et que la Manon soumise et culpabilisée venait de mourir dans cet amphithéâtre universitaire. Le lendemain matin, Manon changea son numéro de téléphone, bloqua tous les comptes de réseaux sociaux où sa famille pouvait la joindre et commença à rédiger des lettres de motivation pour des postes de psychologue, déterminée à construire sa vie sans eux. 3 semaines plus tard, Manon arpentait les rues de Paris avec dans son sac une dizaine de lettres de refus polies mais définitives. « Nous recherchons un profil plus expérimenté. Votre candidature est intéressante, mais nous avons trouvé quelqu'un d'autre. » Les formules se ressemblaient toutes et sonnaient comme autant de portes qui se fermaient devant elle. Ses économies fondaient dangereusement, il lui restait à peine de quoi tenir jusqu'à la fin du mois,
et Emma multipliait discrètement les heures supplémentaires dans sa boutique de vêtements pour compenser la part de loyer que Manon ne pourrait bientôt plus assumer. Cette solidarité silencieuse touchait profondément son amie, qui refusait pourtant de se laisser abattre par ses premiers obstacles. Centre social de Belleville recherche psychologue stagiaire, contrat de 6 mois, rémunération 650 €, lut-elle sur une petite annonce collée dans la vitrine d'une pharmacie de son quartier. Le salaire était dérisoire, à peine de quoi survivre, mais c'était mieux que rien, et surtout, c'était dans son domaine de compétences. Le centre social occupait un bâtiment de briques rouges typique des années 70, coincé entre une épicerie algérienne et un pressing tenu par une famille chinoise. L'atmosphère y était chaleureuse, malgré les moyens visiblement limités, avec des affiches colorées placardées sur les murs et une salle d'attente où se mélangeaient tous les âges et toutes les origines du quartier populaire. « Manon, je suppose !» déclara un homme d'une trentaine d'années en lui tendant la main avec un sourire sincère. « Pierre Dumont, je dirige l'équipe de psychologues ici. J'ai lu votre CV et votre mémoire sur la résilience m'a particulièrement intéressé. » Pierre avait ce regard direct et bienveillant des professionnels qui ont choisi ce métier par vocation plutôt que par opportunisme, et Manon sentit immédiatement qu'elle pourrait apprendre beaucoup à ses côtés. Il lui fit visiter les locaux en expliquant le fonctionnement du centre, la diversité des publics accueillis, les partenariats avec les services sociaux de la mairie et les associations du quartier. « Nous recevons principalement des adolescents en rupture, des familles en difficulté, des personnes isolées qui ont besoin d'un accompagnement psychologique de proximité, » précisa-t-il, en poussant la porte de ce qui serait son bureau, une petite pièce lumineuse donnant sur la cour intérieure plantée d'arbres. « Pourquoi avoir choisi de travailler ici plutôt que dans le privé ?» demanda Manon, curieuse de comprendre les motivations de cet homme qui dégageait une sérénité qu'elle enviait. Pierre s'appuya contre le rebord de la fenêtre et la regarda avec attention. « Parce que c'est ici que la psychologie prend tout son sens. Quand on aide des gens qui n'ont pas les moyens de payer des consultations à 50 € la séance, quand on redonne espoir à des jeunes que tout le monde a abandonnés. » Ces mots résonnèrent profondément en Manon, qui reconnaissait dans cette philosophie quelque chose qui correspondait à ses propres valeurs, cette envie de mettre ses compétences au service de ceux qui en avaient vraiment besoin, plutôt que de se contenter d'une pratique confortable, mais sans âme. Le premier patient qu'on lui confia était Kevin, 16 ans, exclu de son lycée professionnel et en conflit permanent avec sa mère qui ne supportait plus ses colères et ses fugues répétées. En écoutant ce garçon raconter sa rage contre un système qui ne le comprenait pas, Manon retrouvait des échos de sa propre révolte contre l'injustice familiale. « Personne me fait confiance de toute façon », marmonnait Kevin en évitant son regard. « Ma mère dit que je finirai en prison comme mon père. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda doucement Manon, et quelque chose dans sa voix, cette sincérité dépourvue de jugement, fit lever les yeux du garçon vers elle. C'est à la fin de cette première journée, alors qu'elle rangeait ses affaires dans son nouveau bureau, qu'elle aperçut Céleste, qui l'attendait devant l'entrée du centre, les bras croisés, et l'air déterminé de celle qui vient régler des comptes. « Alors c'est là que tu te caches maintenant », lança Céleste en bloquant le passage à Manon qui sortait du centre social, dans cette association de losers pour jouer à la bonne sœur. Manon sentit tous les regards se tourner vers elle, les derniers patients qui quittèrent le centre et les collègues qui terminaient leur journée, observant cette confrontation inattendue avec curiosité. Pierre, qui fermait son bureau, s'arrêta en voyant la tension palpable entre les deux sœurs. « Qu'est-ce que tu veux, Céleste ?» demanda Manon d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme malgré la colère qui montait en elle. « Tu le sais très bien ce que je veux. Les 15 000 € que tu me dois pour mes études. Papa et maman m'ont expliqué que tu avais accepté de les financer maintenant que tu travailles, » répondit Céleste en haussant le ton, attirant l'attention des passants qui ralentissaient pour assister à cette scène de rue. « Je ne te dois absolument rien, et encore moins 15 000 € que je n'ai pas, » rétorqua Manon, mais sa sœur ne l'écoutait déjà plus. « Arrête de jouer la comédie, tu gagnes de l'argent maintenant, tu peux enfin être utile à ta famille au lieu de nous coûter depuis des années, » hurla Céleste en s'approchant dangereusement de Manon. « En plus, tu fais semblant de travailler avec les pauvres pour te donner bonne conscience. » C'est à ce moment que quelque chose se brisa définitivement en Manon. Toutes ces années de manipulation et de chantage affectif remontèrent à la surface d'un coup, et sa voix porta dans tout le quartier quand elle explosa. « Tu veux savoir la vérité, Céleste.
Tu veux que tout le monde sache qui tu es vraiment, cria-t-elle, en se tournant vers les curieux qui s'étaient arrêtés. Ma sœur qui a raté son bac 2 fois et qui ment depuis 3 ans sur ses prétendues études de médecine, qui dépense l'argent de nos parents en shopping et en sorties pendant que je me tuais au travail pour payer mes études. Le visage de Céleste devint écarlate et elle leva la main pour gifler Manon comme leur père l'avait fait 3 semaines plus tôt, mais Pierre intervint fermement en saisissant son poignet. « Ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous ici. Si vous continuez, j'appelle la sécurité. » déclara-t-il avec une autorité naturelle qui fit reculer Céleste. « Tu vas le regretter, Manon, » cracha sa sœur en libérant son bras. « Je vais raconter à tout le monde que tu es une psychopathe. Je vais détruire ta réputation de petite psychologue de banlieue. Personne ne voudra plus te faire confiance avec des patients. » Céleste partit en claquant ses talons sur le bitume, laissant derrière elle un silence pesant et des témoins gênés qui se dispersèrent rapidement. Manon resta figée sur le trottoir, tremblante de rage et d'épuisement, réalisant qu'elle venait de franchir un point de non-retour. « Venez, » dit doucement Pierre, en posant une main rassurante sur son épaule. « On va prendre un café, et vous allez me raconter tout ça calmement. » Dans le petit bistrot d'en face, Manon se vida le cœur pour la première fois de sa vie, racontant des années de manipulation psychologique, les comparaisons constantes avec Céleste présentée comme la fille parfaite, l'exploitation financière déguisée en solidarité familiale, les reproches permanents qui l'avaient convaincue qu'elle ne valait rien. « Vous savez, » murmura Pierre après l'avoir écouté sans l'interrompre, « j'ai vécu quelque chose de similaire avec mon père alcoolique qui m'accusait d'être responsable de tous ses échecs. Il m'a fallu des années pour comprendre que le problème venait de lui, pas de moi. » Cette confidence inattendue créa entre eux une intimité nouvelle, et Manon se sentit comprise d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'était plus seule face à sa douleur. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» demanda Pierre en payant les cafés. « Je vais me battre, » répondit Manon avec une détermination qui la surprit elle-même. « Je ne me laisserai plus jamais rabaisser par qui que ce soit. » Ils sortirent du café quand Pierre aperçut un couple d'un certain âge qui se dirigeait vers le centre social en scrutant les numéros des immeubles, l'homme tenant une enveloppe officielle à la main. « Manon » appela une voix qu'elle reconnut immédiatement, celle de sa mère. « Nous devons te parler, c'est urgent. »« Nous ne vous laisserons pas détruire cette famille », déclara Michel en brandissant l'enveloppe d'un cabinet d'huissier parisien. « Vous avez 48 heures pour vous excuser publiquement et verser les 15 000 € à Céleste. Sinon, nous engageons une procédure pour diffamation et ingratitude caractérisée. » Pierre observait la scène avec un mélange de stupeur et d'indignation, découvrant l'ampleur de la toxicité familiale que subissait Manon depuis des années. Christine, la mère, se contentait d'acquiescer aux menaces de son mari tout en évitant soigneusement le regard de sa fille. « Ingratitude caractérisée », répéta Manon d'un ton presque amusé. « Vous voulez porter plainte contre votre propre fille parce qu'elle refuse de financer les mensonges de sa sœur. C'est ça votre conception de la justice. Tu nous dois tout. Nous t'avons nourri, logé, éduqué pendant 22 ans, répliqua Michel en haussant le ton. Maintenant, tu vas rembourser ta dette ou nous te traînerons devant les tribunaux. Pierre ne put se retenir plus longtemps. Monsieur, ce que vous faites s'appelle du chantage affectif, et ça n'a aucune base légale. Je vous conseille de consulter un vrai avocat avant de vous ridiculiser. Les parents de Manon repartirent en marmonnant des menaces confuses, laissant leur fille épuisée mais étrangement libérée par cette confrontation qui avait définitivement clarifié la situation. Il n'y aurait plus de faux espoirs, plus d'attente de reconnaissance, la guerre était déclarée et elle comptait bien la gagner. Les semaines suivantes, Manon canalisa sa rage dans son travail avec une intensité qui impressionnait ses collègues. Elle arrivait la première au centre et repartait la dernière, développant des approches innovantes avec les adolescents en rupture, qui donnaient des résultats spectaculaires. « Regarde les progrès de Kevin », dit-elle à Pierre, en lui montrant les notes de suivi du jeune homme qui avait trouvé un stage en mécanique et repris contact avec sa mère. « J'ai développé une méthode qui combine l'écoute active avec des exercices de reconstruction de l'estime de soi adaptés aux traumatismes familiaux. » Pierre était fasciné par cette approche que Manon avait créée instinctivement, en puisant dans sa propre expérience de la manipulation psychologique. Elle savait exactement comment parler à ces jeunes qui se sentaient rejetés et incompris, trouvant les mots justes pour les aider à distinguer leurs véritables erreurs des reproches injustifiés qu'on leur faisait porter. « Manon,
Vous devriez documenter tout ça, c'est révolutionnaire ce que vous faites, l'encouragea Pierre, en voyant comment elle transformait des cas désespérés en success stories. Vos résultats sont 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Pour survivre financièrement, Manon avait commencé à prendre des consultations privées le week-end dans un cabinet médical de République, facturant ses séances 50 € à des patients qui pouvaient se le permettre. Cet argent lui permettait non seulement de payer sa part du loyer, mais aussi de constituer lentement de nouvelles économies. « Tu travailles trop », lui reprochait Emma en la voyant rentrer épuisée chaque soir. « Tu vas finir par craquer si tu continues à ce rythme. »« Je n'ai pas le choix », répondait Manon en s'effondrant sur leur canapé. « Je dois prouver que je peux réussir sans eux, et pour ça, je dois être exceptionnelle, pas juste correcte. » C'est un vendredi soir, alors qu'elle terminait sa dernière consultation privée de la semaine, qu'elle reçut un appel inattendu sur son téléphone professionnel. Une voix féminine distinguée se présenta comme Madame Rousseau, directrice du centre social du 12e arrondissement. « Mademoiselle, j'ai entendu parler de votre travail remarquable avec les adolescents en difficulté par mes collègues de Belleville, expliqua-t-elle. Nous organisons un colloque sur l'innovation en psychologie sociale le mois prochain. Accepteriez-vous de venir présenter vos méthodes ? » Manon sentit son cœur s'emballer. C'était la première reconnaissance officielle de son travail, la preuve que ses efforts commençaient à porter leurs fruits au-delà de son petit centre de quartier. « Je serais honorée de participer, » répondit-elle, en essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. « Mais je dois vous prévenir que je n'ai que 6 mois d'expérience professionnelle. » « C'est exactement ce qui nous intéresse, » reprit Madame Rousseau. « Votre regard neuf et vos résultats concrets, nous avons besoin de sang neuf dans notre profession. » En raccrochant, Manon réalisa que sa stratégie de survie était en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus ambitieux, une véritable carrière basée sur l'innovation et l'excellence qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt. L'amphithéâtre de la Sorbonne était impressionnant, avec ses gradins en bois sculptés et ses hautes fenêtres qui baignaient l'espace d'une lumière dorée. Manon ajustait nerveusement ses notes en regardant l'assemblée de psychologues chevronnés, directeurs de centres sociaux et chercheurs qui s'installaient pour écouter sa présentation sur l'empathie reconstructrice dans l'accompagnement des adolescents en rupture familiale. « Mademoiselle Dubois, vous avez la parole », annonça Madame Rousseau depuis le pupitre, et Manon se leva avec cette même détermination qu'elle avait ressentie face aux menaces de ses parents. « Bonjour, je m'appelle Manon. Je travaille depuis 6 mois au centre social de Belleville, et je vais vous parler d'une approche que j'ai développée non pas dans les livres, mais sur le terrain, avec des jeunes que notre système traditionnel avait abandonnés. » Sa voix portait dans l'amphithéâtre avec une assurance qui la surprenait elle-même, et elle vit dans l'assistance des visages attentifs qui l'encourageaient à continuer. Pierre, assis au premier rang, lui adressait des sourires discrets qui l'aidaient à garder confiance. Kevin, 16 ans, exclu de son lycée, diagnostiqué comme cas social irrécupérable, commença-t-elle en affichant la photo d'un garçon souriant en bleu de travail. Aujourd'hui, apprenti mécanicien avec un contrat d'embauche signé pour septembre, réconcilié avec sa mère, et surtout, il croit en lui. L'assistance commençait à murmurer avec intérêt, et Manon sentit qu'elle tenait leur attention. Elle enchaîna avec les cas de Léa, Sofiane, Yasmina, autant d'adolescents qu'elle avait accompagnés vers la reconstruction, en adaptant ses techniques à leurs blessures spécifiques. « Ma méthode repose sur un principe simple, » expliqua-t-elle en affichant ses statistiques de réussite. « Avant de réparer les comportements, il faut réparer l'estime de soi détruite par des années de reproches et de comparaisons. Et pour ça, il faut d'abord comprendre la différence entre culpabilité légitime et culpabilité toxique. » Quand elle termina sa présentation 20 minutes plus tard, les applaudissements furent nourris et sincères. Plusieurs directeurs de centres s'approchèrent pour échanger leurs cartes de visite et proposer des collaborations, tandis qu'un professeur de psychologie de Paris Diderot l'invitait à publier ses résultats dans une revue spécialisée. « Mademoiselle, accepteriez-vous de venir former nos équipes à votre méthode ?» demanda le directeur du centre social de Lyon. « Nous pourrions organiser des sessions de 2 jours avec rémunération à la clé. » Manon n'en revenait pas. 6 mois plus tôt, elle était humiliée publiquement par sa famille, et aujourd'hui des professionnels respectés sollicitaient son expertise. En rentrant de la Sorbonne avec Pierre, elle flottait littéralement sur un nuage d'accomplissement et de fierté légitime. « Vous vous rendez compte de ce qui se passe ?» lui dit Pierre en la raccompagnant vers le métro.
Vous êtes en train de révolutionner notre façon de travailler avec les adolescents. C'est énorme. » J'ai du mal à y croire, avoua Manon en souriant pour la première fois depuis des mois. Il y a encore quelques semaines, j'avais peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant de Saint-Germain pour célébrer cette victoire professionnelle, et la conversation glissa naturellement vers des sujets plus personnels. Pierre lui raconta son parcours, ses doutes, ses envies d'évolution, et Manon découvrait un homme passionné par son métier, mais aussi sensible et drôle. « Vous savez ce qui me plaît le plus dans votre approche, » dit-il en levant son verre de vin. « C'est que vous ne jugez jamais, vous accompagnez, et ça change tout pour des jeunes habitués à être constamment critiqués. »« Parce que je sais ce que c'est, » répondit Manon simplement, « d'être jugée sans être comprise, d'être condamnée avant d'avoir pu s'expliquer. » Le moment était parfait, cette complicité professionnelle qui évoluait vers quelque chose de plus intime, mais le téléphone de Manon vibra soudain sur la table. Le nom de sa mère s'affichait, et avec lui toute l'angoisse qu'elle croyait avoir surmontée. « Ne répondez pas », conseilla Pierre en voyant son visage se fermer. Mais Manon était déjà en train de décrocher, incapable de résister à ce réflexe conditionné. « Manon, il faut que tu rentres immédiatement », sanglotait Christine au téléphone. « Ton père a fait un malaise. Il est à l'hôpital Lariboisière. Les médecins disent que c'est à cause du stress que tu nous fais subir. » Manon raccrocha en tremblant. Et Pierre comprit immédiatement qu'elle venait de retomber dans le piège de la manipulation émotionnelle qu'elle combattait si efficacement chez ses patients. « Manon, c'est un chantage classique. Ne tombez pas dans ce panneau, » murmura-t-il en prenant sa main. Mais elle était déjà en train de rassembler ses affaires. Manon arriva à l'hôpital Lariboisière le cœur battant, rongée par cette culpabilité familiale qu'elle n'arrivait pas à éteindre malgré tous ses efforts de reconstruction personnelle. Dans la salle d'attente des urgences, elle trouva sa mère en larmes, et Céleste qui l'accueillit avec un regard accusateur. « Enfin tu arrives !» lança sa sœur d'un ton dramatique. « Papa est en soins intensifs à cause de toi. J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. »« Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» demanda Manon, en essayant de garder son calme professionnel malgré l'angoisse qui l'étreignait. « Crise d'hypertension sévère », sanglota Christine. « Le médecin dit que c'est le stress. Depuis que tu nous fais subir tout ça, il ne dort plus, il ne mange plus. Tu es en train de tuer ton propre père. » Manon sentit le piège se refermer sur elle. Cette culpabilisation systématique qu'elle avait pourtant appris à identifier chez ses patients. Mais quand il s'agissait de sa propre famille, tous ses mécanismes de défense s'effritaient devant la peur ancestrale d'être responsable du malheur des autres. « Je peux le voir », demanda-t-elle d'une voix étranglée, mais l'infirmière lui expliqua que les visites étaient limitées à la famille proche et que son père avait explicitement demandé à ne voir que son épouse. C'est à ce moment qu'une voix claire et déterminée résonna dans le couloir de l'hôpital. « Excusez-moi, je cherche Michel Leblanc, je suis sa mère. » Manon se retourna et découvrit une femme âgée aux cheveux blancs impeccablement coiffés, vêtue d'un tailleur élégant et s'appuyant sur une canne ornée d'une tête de lion en argent. Grand-mère Lucienne, qu'elle n'avait pas vue depuis 3 ans, depuis ce fameux placement en maison de retraite que ses parents présentaient comme une nécessité médicale. « Maman, qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne devriez pas sortir de la maison de retraite sans autorisation » balbutia Christine en pâlissant visiblement. « Quelle maison de retraite ?» répliqua Lucienne avec un sourire ironique. « Vous voulez parler de cet établissement dont je suis sortie il y a 6 mois parce que j'en avais assez de jouer la comédie de la vieille dame sénile. » Céleste et Christine échangèrent un regard paniqué, et Manon comprit immédiatement qu'elle venait d'assister à une révélation majeure. Sa grand-mère, loin d'être la pauvre femme diminuée qu'on lui avait décrite, affichait une lucidité et une énergie qui démentaient totalement la version officielle. « Grand-mère », murmura Manon en s'approchant d'elle. « Mais alors, pourquoi nous avoir fait croire que vous étiez malade ?»« Pour observer, ma chérie, » répondit Lucienne en prenant tendrement le visage de sa petite fille dans ses mains ridées, « pour voir qui de mes enfants et petits-enfants avait vraiment bon cœur, et qui profitait de ma prétendue faiblesse pour me manipuler. » Le silence qui suivit était lourd de révélations non dites, et Manon sentait que l'équilibre familial venait de basculer définitivement. Sa grand-mère, cette femme qu'elle adorait dans son enfance et qu'on lui avait présentée comme perdue pour cause de démence, était en réalité une observatrice redoutable qui avait tout vu, tout entendu, tout analysé.
J'ai assisté à toutes vos conversations téléphoniques quand vous pensiez que je ne comprenais plus rien, continua Lucienne en fixant sa belle-fille. Vos reproches constants à Manon, vos mensonges sur les études de Céleste, votre utilisation de l'argent de ma petite fille comme si c'était le vôtre. Christine tenta de protester, mais Lucienne la coupa d'un geste autoritaire. J'ai même enregistré certaines de vos conversations les plus édifiantes, au cas où vous auriez la mauvaise idée de nier vos manipulations. Mais papa, demanda Manon, encore sous le choc de ces révélations. Il va comment vraiment ? Ton père va très bien, déclara un médecin en blouse blanche qui s'approchait du groupe. Simple pic d'hypertension dû à un excès d'alcool, rien de dramatique. Il peut sortir dès ce soir. Manon regarda sa famille avec un mélange d'incrédulité et de rage froide, comprenant qu'elle venait de tomber dans un piège grossier orchestré pour la faire culpabiliser et revenir dans le rang. Même cette urgence hospitalière était une mise en scène destinée à la manipuler. « Viens, ma chérie », dit doucement Lucienne en passant son bras sous celui de Manon. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire et j'ai quelques vérités à partager avec toi sur cette famille qui t'a fait tant de mal. » En quittant l'hôpital au bras de sa grand-mère retrouvée, Manon sentit pour la première fois depuis des mois qu'elle n'était plus seule dans sa lutte contre la toxicité familiale. Dans le petit appartement que Lucienne avait secrètement loué près de République après avoir quitté la maison de retraite, les deux femmes s'installèrent autour d'une tisane pour une conversation que Manon attendait sans le savoir depuis des années. « Ma chérie, il faut que tu saches la vérité sur ce qui s'est passé ces dernières années, » commença Lucienne en sortant d'une armoire, une boîte métallique remplie de documents soigneusement classés. « J'ai tout conservé, tous les mensonges, toutes les manipulations, tous les détournements. » Manon découvrit avec stupeur des relevés bancaires montrant comment ses parents avaient utilisé la procuration qu'ils avaient obtenue sur les comptes de Lucienne pour financer leur train de vie. Des factures de voyage et d'achats somptuaires payés avec l'argent de la grand-mère supposée diminuer. « Ils m'ont fait passer pour sénile pour justifier cette procuration, » expliqua Lucienne avec un calme impressionnant. « Pendant 2 ans, j'ai joué le jeu en attendant le bon moment pour révéler la vérité, et ce moment c'est maintenant. » « Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ?» demanda Manon, encore sous le choc de ces révélations qui confirmaient l'ampleur de la manipulation familiale. « Parce que je voulais voir lequel de mes petits-enfants aurait le courage de résister à leurs parents toxiques, » répondit sa grand-mère, en lui caressant tendrement la joue. « Et tu as été la seule à choisir ta dignité plutôt que leur argent empoisonné. » Lucienne révéla également qu'elle avait constitué un dossier complet sur les mensonges de Céleste, photo à l'appui montrant sa prétendue étudiante en médecine faisant du shopping pendant ses supposés cours, relevé de cartes bancaires prouvant qu'elle n'avait jamais payé de frais de scolarité médicale. « J'ai même contacté la faculté de médecine, » ajouta-t-elle avec un sourire malicieux. « Céleste n'y a jamais été inscrite. Elle suit en réalité des cours de commerce par correspondance qu'elle a abandonnés au bout de 3 mois. » Le lendemain, Lucienne accompagna Manon chez un avocat spécialisé en droit de la famille pour examiner les options légales. Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, écouta attentivement le récit de Manon en prenant des notes détaillées. « Avec les preuves que possède votre grand-mère, vous avez un dossier solide pour obtenir réparation, » déclara-t-il, après avoir examiné les documents. « Chantage, manipulation, détournement de fonds, nous pouvons engager plusieurs procédures. »« Je ne veux pas d'argent, » précisa Manon. « Je veux juste qu'ils arrêtent de me harceler et qu'ils reconnaissent publiquement leurs mensonges. » L'avocat organisa une réunion de médiation familiale dans ses bureaux, convoquant officiellement les parents de Manon et Céleste pour une confrontation sous contrôle judiciaire. L'atmosphère était glaciale quand Michel et Christine pénétrèrent dans la salle de réunion, suivis de Céleste qui affichait encore son arrogance habituelle. « Nous allons examiner ensemble les accusations portées contre vous, » annonça Maître Dubois en étalant les preuves sur la table. Manipulation psychologique, chantage affectif, détournement de fonds, usurpation d'identité médicale. Le visage de Michel se décomposa quand il reconnut ses propres signatures sur les retraits effectués sur le compte de Lucienne, tandis que Céleste pâlissait en découvrant les photos qui prouvaient ses mensonges sur ses études fantômes. « Nous pouvons régler cela à l'amiable, » proposa l'avocat, « ou engager des poursuites pénales qui se termineront très mal pour vous. Le choix vous appartient. » Michel, acculé par les preuves, s'effondra complètement et avoua des années de manipulation financière, implorant le pardon de sa mère et de Manon. Mais Céleste, fidèle à elle-même,
choisit l'offensive jusqu'au bout. « Manon est une ingrate qui détruit sa famille », hurla-t-elle en pointant sa sœur du doigt. « Elle nous doit tout, et maintenant elle nous crache dessus avec l'aide de cette vieille folle. » Cette insulte envers Lucienne fut de trop, et Manon se leva calmement pour regarder sa sœur droit dans les yeux. « Céleste, tu n'es qu'une menteuse et une parasite, et je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. » L'avocat rédigea un accord stipulant l'arrêt définitif de tout contact et de toute demande financière, sous peine de poursuites immédiates. Michel signa en tremblant, Christine en pleurant, mais Céleste quitta la pièce sans un mot, refusant de reconnaître ses torts jusqu'au bout. En sortant du cabinet d'avocat, Manon se sentit enfin libérée d'un poids qui l'écrasait depuis des années. Pour la première fois de sa vie, elle avait obtenu justice sans violence, avec la vérité comme seule arme. « Tu es libre maintenant », murmura Lucienne en serrant sa petite fille dans ses bras. « Libre de construire ta vie sans leur poison. » 18 mois plus tard, Manon se tenait devant la plaque dorée qui ornait l'entrée de son centre d'innovation psychologique dans le 11e arrondissement, Centre Lucienne, accompagnement spécialisé pour adolescents et familles en reconstruction. Ce nom était un hommage à sa grand-mère qui l'avait aidée à retrouver confiance en elle et qui présidait désormais le conseil d'administration de cette structure unique en France. Le centre prospérait grâce à la méthode révolutionnaire de Manon, maintenant reconnue dans toute l'Europe et enseignée dans plusieurs universités. Elle avait publié un livre sur l'empathie reconstructrice qui était devenu une référence professionnelle, et ses formations étaient demandées de Londres à Berlin. « Nous avons une liste d'attente de 3 mois, annonça Pierre en entrant dans le bureau directorial qu'ils partagèrent depuis leur association officielle. Et la mairie nous propose un second local pour étendre nos activités. Pierre était devenu bien plus qu'un partenaire professionnel. Leur relation amoureuse s'était construite sur des bases solides de respect mutuel et de passion commune pour leur mission. Ils formaient une équipe redoutable, lui apportant son expérience et elle son innovation, créant ensemble quelque chose d'unique dans le paysage social français. « Regarde », dit Manon, en lui montrant une lettre qu'elle venait de recevoir. « L'Université de la Sorbonne nous propose une chaire de recherche en psychologie familiale, avec budget et équipe dédiée. » Leur réussite n'était pas seulement professionnelle, elle était aussi profondément humaine. Manon avait appris à distinguer l'amour authentique de la manipulation déguisée, à construire des relations basées sur la réciprocité plutôt que sur le sacrifice unilatéral. Lucienne, rayonnante dans son rôle de présidente d'honneur, habitait maintenant un bel appartement près du centre, financé par la récupération de ses propres biens détournés. Elle participait activement à la vie de l'association, apportant sa sagesse et son expérience aux familles en reconstruction. « Ma chérie, ton dernier patient t'attend », annonça-t-elle en passant la tête par la porte. Elle me rappelle étrangement une jeune femme que je connaissais il y a quelques années. Manon sourit et se dirigea vers la salle de consultation où l'attendait Sarah, 17 ans, qui lui avait été adressée par les services sociaux après une tentative de fugue. En voyant cette adolescente recroquevillée sur sa chaise, évitant tout contact visuel, Manon reconnut immédiatement sa propre détresse d'autrefois. « Bonjour Sarah, je m'appelle Manon », dit-elle en s'asseyant face à elle sans bureau entre elles. « J'aimerais que tu me racontes ce qui t'amène ici, à ton rythme, sans jugement. Mes parents disent que je suis une ratée, que je leur coûte trop cher, que ma sœur vaut mieux que moi, » murmura Sarah d'une voix brisée, et chaque mot résonnait comme un écho douloureux du passé de Manon. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda doucement Manon, utilisant cette phrase magique qui avait changé sa propre vie quand Pierre la lui avait posée pour la première fois. Au cours de cette séance, Manon guida Sarah vers la découverte de ses propres forces, l'aidant à distinguer les reproches légitimes des accusations toxiques, lui montrant qu'elle pouvait choisir sa propre valeur plutôt que de subir celle que d'autres lui imposaient. « Tu sais, Sarah, » conclut-elle à la fin de l'entretien, « j'ai vécu exactement la même chose que toi, et aujourd'hui je dirige ce centre, j'ai écrit un livre, j'aide des centaines de personnes chaque année. Tout ça parce que j'ai appris à dire non à ceux qui me rabaissaient. » En raccompagnant Sarah à l'accueil, Manon croisa son reflet dans la vitrine du centre. La jeune femme qui la regardait n'avait plus rien de la fille humiliée de cette cérémonie de diplôme qui semblait appartenir à une autre vie. Ses yeux brillaient de confiance, son sourire était authentique, ses gestes exprimaient une sérénité conquise de haute lutte. Le soir même, dans leur appartement partagé près de République,
Pierre et Manon célébraient le premier anniversaire de leur centre en compagnie de Lucienne et Emma, cette famille de cœur qu'ils avaient choisie et qui les choisissait en retour. À Manon, porta un toast Pierre en levant son verre, qui a transformé sa douleur en force pour éclairer le chemin des autres. « À nous tous !» répondit Manon en regardant autour d'elle ces visages aimés, qui avons prouvé qu'on peut choisir sa famille et construire sa propre définition du bonheur. Cette nuit-là, en s'endormant dans les bras de l'homme qu'elle aimait, Manon repensa à cette gifle publique qui avait tout déclenché. Paradoxalement, elle éprouvait maintenant une forme de gratitude envers ce moment terrible qui l'avait poussée à se révéler, à découvrir sa force, à devenir cette femme libre et accomplie qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir être. La petite fille qui cherchait désespérément l'approbation familiale était morte ce jour-là dans cet amphithéâtre, pour renaître en femme autonome, qui créait sa propre reconnaissance. Hey, Aaron. Hey, Aaron. Hey, Aaron. Okay. Oh, I'm home. Wait, this is not my home. My home. Where's my house? To the left. Where are you going? You're going the wrong way. Go to the left. Well, which way is left now? I don't know which way is left because it could be your left, my left. Delayed. Your stream's delayed. It's to the left of my house. Okay, I'm going. Go to the water. Head to the water and then head straight. All right, yeah, I found it. Ah, man. Today drained me. Hi, chat. How's chat doing? Sorry, guys. We were in that fucking... we were in the mines for, like... I don't even know how many days went by, but it was probably, like, at least 3 days. Minecraft days. Like, that was a long time. That was actually a really long time. That was actually a ridiculous amount of time. No joking. At least we actually went mining, finally. We said that at the start. Yeah, we did end up going mining at least, but that was a little too long of a mining session. Like, we weren't even really mining, we were just catching Pokemon and then dying, like, all our Pokemon were just dying over and over again. It's okay, it was worth it. For me, it was worth it. Yeah, for you, bitch. Give me that Beldum. Give me that Beldum. Give me that. I'll give you my, my Graveler. Yeah, you evolve into Golem. Right. Okay, fine. Give him. We have to go upstairs to for you to give him to me though. I'll give you my other Drillbur. I have a Gyarados still. Wait, let me see the stats of your. Let me see the stats. Is your stats good on your Drillbur or what? My Drillbur. I don't have a Drillbur. Yes, you do, bro. No, I don't. I never caught him. What are you talking about then? What do you want to give me? The Golem, and I gotta give you the Doug Trio as well. The Graveler I'm gonna give you. Graveler! And the Graveler turns into Golem. Got you. I got 2 things I can give you. I can't believe that freaking Beldrum got freaking caught up by a regular Pokeball after that whole excursion. Yeah, that's insane, actually. He was just playing games with us for real. Literally. Okay, I'm at the crafter. You need 2 random Pokemon to give me. Yeah, I'm trying to figure that out. I don't really have too many randoms. I'll give you... What is that? I'm sick of these sounds, bro. That's so annoying. It's always when they get caught in like a wall or something. I know. Yeah, I literally see it dying in the wall. Oh my god, it just broke glass. I broke it so it would survive. Oh. You broke the windows? Thomas, this place is nice. Don't be breaking stuff. I know, I'm sorry. You just finished building the town. I'm sorry. I mean, literally, man. Fuck. Why am I actually feeling exhausted? I'm feeling exhausted. Oh. Whoa. Damn, I just got flashbang.
Why is he? Wait, why did he whisper in my ear like that? Did you hear that? He said, "Graveler." Ew, he ugly as fuck. Oh man, I have to pick Oh a. my god, he got caught in a Just different let him frickin' die, wall. Thomas. Literally, just let him die. When they do that, they don't ever stop. They literally do it until I tried to do that with the freaking Gallbat in the cave, and he just kept going into the wall. Oh, dude, my Beldum has good stats too. Does he? Let's go. I'm kind of annoyed with you now. Why? I don't know. I just feel annoyed. I want him. You want him? You can have him. I'll give No, him to I'm you. not doing that to you. I'm not doing that to you because that took so long. I'm not taking him. That'd be evil if I took him. I got my AA Ron. It's fine. Life risking Tackless also damages the user quite a lot. Why would I want to do that? No. Ew, he's so hideous.